Merci, messieurs les photographes, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers participants, merci beaucoup, évidemment, d'abord de votre présence. Nous avons entendu des propos aujourd'hui d'une grande sincérité, d'une grande intelligence, d'un grand professionnalisme. J'ai, en ce qui me concerne, pris beaucoup de notes et puisé, je vous ne le cache pas, un certain nombre d'idées. Effectivement, personne n'a la science infuse et il est fondamental de pouvoir en toutes circonstances être à l'écoute des Français, des catégories socio-professionnelles qui sont autour de nous et qui vivent les problèmes au quotidien. Je voudrais également remercier peut-être tout particulièrement Yamina, parce que elle a eu le courage de venir parler évidemment d'un moment dramatique de son existence, avec ses mots, avec son cœur, avec ses tripes. Elle est venue avec une grande pudeur exprimer auprès de nous la souffrance qui est celle de ces milliers de parents dont les enfants sont tués, sont violentés, violés, brutalisés. Elle est aujourd'hui dans ce colloque la représentante de cette immense souffrance, mais je suis frappé de voir autour de ces deux tables rondes qu'on a entendu quasiment parler presque que de souffrance. La souffrance des uns et la souffrance des autres. La souffrance des professeurs, la souffrance des policiers, la souffrance des gendarmes, la souffrance de la police municipale, la souffrance des habitants de quartiers comme Madame Daounou, de ces quartiers dits difficiles, la souffrance des femmes exprimée par Madame Baudry-Fischer dans un certain nombre également de ces quartiers. Beaucoup de souffrances auxquelles il y a des solutions. Et ce sont celles-ci dont j'aimerais tracer quelques lignes. L'ensemble des idées que j'ai pu entendre aujourd'hui ne vont pas être intégrées immédiatement dans mon intervention d'aujourd'hui, mais croyez bien qu'elles le seront pour une grande partie dans mon projet présidentiel. Alors, je suis effectivement très heureuse de conclure ce premier colloque organisé par Idées Nation à l'issue de cet après-midi de travail que j'ai, à titre personnel, trouvé passionnante et fructueuse pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons pu donc rencontrer au travers de ces tables rondes des professionnels, des associatifs, des citoyens, vous-même d'ailleurs, dans la salle, dont l'ensemble des interventions ont été justes et très intéressantes. Ce qui nous rassemble, c'est que nous avons tous chevillé au corps un idéal républicain qui, je crois, nous honore. Tous les intervenants ont montré leur détermination sans faille à sauver ces zones de non-droit, sujet de ce colloque, de la ruine, dans laquelle des décennies d'inaction les ont jetés, à redonner à leurs habitants, aux victimes des caïds, à tous ceux qui souffrent en silence, leur dignité. Il existe aujourd'hui des esprits lucides, déterminés, suffisamment courageux pour dire la vérité, proposer des solutions efficaces et redonner espoir aux populations ghettoisées malgré elles. Nous avons rencontré cet après-midi certains de ces esprits éclairés qui nous ont montré qu'un volontarisme politique réel peut redresser la barre et permettre à la République française de reprendre ses droits partout sur le territoire. Pour cette première raison, qui est en somme un message d'espoir, je suis satisfaite de l'organisation de ce colloque. Et je tiens encore une fois à remercier chaleureusement les intervenants. L'autre raison qui me pousse aujourd'hui à l'optimisme, c'est qu'à travers ce colloque sur les zones de non-droit, nous renforçons d'une manière innovante notre contribution au débat public. Vous le savez, à travers mes interventions médiatiques, à travers la réflexion et les productions des experts qui m'entourent, nous cherchons à mettre en débat des sujets qui ne le sont jamais en France et qui pourtant sont essentiels à notre avenir. Dans le domaine économique, nous travaillons ainsi sans relâche sur la question de l'euro, celle de la mondialisation débridée et des nécessaires protections aux frontières, celle de la répartition des profits, autant de questions qui ne doivent pas rester tabous.
Sur les sujets de société, nous lançons également des débats. Je pense à la question de la laïcité, à celle du communautarisme, à celle de la liberté sur Internet, pour ne citer que quelques exemples. Bref, notre mouvement est un laboratoire d'idées et un initiateur de propositions. Chacun le constate chaque jour. Nos travaux s'enrichissent de nombreuses consultations de professionnels reconnus, d'universitaires, de citoyens, ayant une expérience particulière des sujets que nous abordons. Mais nos travaux doivent aussi s'enrichir de réflexions partagées, confrontant des points de vue issus d'univers évidemment différents, laissant place à l'intervention de chacun. C'est dans cet esprit que Louis Alliot a créé le Club de réflexion Idées-Nation, qui a déjà permis la production de nombreux points de vue intéressants et qui inaugurera aujourd'hui une série de colloques qui iront jusqu'à l'élection présidentielle. Ce premier colloque a montré qu'il n'y a ici aucune volonté de censure, qu'il n'y a ici aucun sujet qui devrait être laissé de côté, qu'il n'y a aucun domaine de l'action publique qui doit échapper à la réflexion collective. Et ce premier colloque est une réussite qui nous honore tous et qui contribuera utilement au débat public dans notre pays. Vous savez, la pensée unique a fait trop de ravages pour que nous ne prenions pas nous aussi la parole. Alors nous le ferons de manière régulière et sur tous les sujets d'importance. C'est en juin 2005, il y a tout juste 6 ans, que le ministre de l'Intérieur de l'époque, déjà en campagne pour l'élection présidentielle, promettait à des habitants désabusés de nettoyer les cités au Karcher. Plus précisément, en juin 2005, Nicolas Sarkozy avait prononcé ces mots très forts, très symboliques et très écoutés par les Français dans la cité des 4000 à la Courneuve. Là où en mai 2009, 4 ans plus tard, un fourgon de police essuyait des tirs de Kalachnikov. Un événement qui avait marqué les esprits à l'époque, mais qui est malheureusement devenu une banalité dans ce genre de quartier. La fable du Karcher, c'est l'histoire de l'échec d'un homme. Ministre de l'Intérieur pendant près de 5 ans, président depuis plus de 4 ans, Nicolas Sarkozy a fait perdre à la France 9 ans sur le front de l'insécurité. 9 longues années. Pire, il a fait reculer le pays, laissant se multiplier les zones de non-droit, morcelant le territoire en autant de quartiers dans lesquels la République n'a plus sa place, réservant des pans entiers de nos villes, de nos banlieues, à des voyous qu'il a, par sa politique, érigés en chefs de gang, en petits mafieux sans foi ni loi, en tortionnaires d'habitants désormais pris au piège. Je ne m'étendrai pas sur les constats concernant ces zones de non-droit. Les échanges de cette journée très riche ont permis de montrer à quel point la situation s'est détériorée depuis 2002, à quel point l'échec de Nicolas Sarkozy et de ses ministres successifs a contribué à aggraver une situation déjà tendue, à quel point il est nécessaire aujourd'hui d'engager enfin une action déterminée et vigoureuse. Je reviendrai sur ces éléments d'action et les propositions que je retiens de vos contributions. Un seul mot à ce stade pour compléter les constats sur l'inaction de Nicolas Sarkozy. Les résultats d'un très récent sondage de l'Institut IFOP nous révèlent la perception qu'ont les Français de l'incurie gouvernementale. Selon cette enquête, ce sont désormais 74% des Français qui ont le sentiment d'une augmentation de la délinquance dans leur pays, contre 59% il y a 1 an et 43% en février 2007. La progression est vertigineuse et le constat des Français est désormais sans appel. La lucidité de nos concitoyens rejoint nos préoccupations devant une situation qui devient dramatique. Elle implique aussi un besoin urgent d'action et de renouvellement des équipes au pouvoir. L'échec de Nicolas Sarkozy nous oblige ardemment à une action déterminée dès le lendemain de notre arrivée au pouvoir. Mais la fable du Karcher, c'est aussi l'histoire d'une manipulation. Depuis le début du quinquennat, dans la continuité de son action au ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy manipule les Français. Et l'on peut dire que le thème de la sécurité est vraiment
celui sur lequel Nicolas Sarkozy a poussé l'art de la duperie à son apogée. Son passage au ministère de l'Intérieur et ses 4 années de présidence ont été marqués, mais chacun les a en mémoire, par une succession de déclarations musclées sur la question sécuritaire. J'ai parlé de l'épisode du quartier en 2005, mais j'aurais pu tout autant évoquer ces innombrables déclarations tonitruantes, ces interminables épisodes législatifs débouchant sur des lois publicitaires, ces perpétuelles rodomontades. Tant de paroles depuis 9 ans, et tant d'insouciance dans la réalité, tant d'inaction et tant d'échecs. Rien n'a été fait pour régler les problèmes de l'insécurité dans notre pays. Rien n'a été entrepris, en particulier pour remettre à flot ces zones de non-droit. Rien n'a permis à la République d'être restaurée là où elle a disparu. Les Français n'ont eu droit qu'au verbiage et au blabla d'un bonimenteur, d'un homme qui a repoussé les limites de l'électoralisme au-delà de l'imaginable, d'un homme qui n'a jamais cessé de faire croire qu'il allait agir, qui n'a rien fait, en dépit d'une réalité devenue insupportable pour les Français, face à la souffrance que nous avons entendue, les uns après les autres, depuis 9 ans. Nicolas Sarkozy a parlé, et il n'a rien fait. Et si je parle de manipulation, ce n'est pas seulement parce que les actes n'ont jamais été suivis de paroles. C'est bien pire que cela. Si je parle de manipulation, c'est parce que les actes ont été en sens inverse des paroles. Toutes les actions entreprises depuis 9 ans n'ont eu de cesse d'affaiblir les moyens d'action de l'État, n'ont eu de cesse d'encourager les évolutions délétères que connaissent les zones de non-droit, n'ont eu de cesse d'aggraver une situation déjà dramatique avant que ne sévisse Nicolas Sarkozy. Un axe de la politique menée par le chef de l'État est particulièrement criminel et montre à quel point le président cherche à manipuler les Français. C'est la réduction drastique des effectifs de police et de gendarmerie dans notre pays depuis son arrivée au pouvoir. Moins 19 000 postes depuis 2005. C'est pas 9 000, comme je l'ai entendu tout à l'heure. C'est 19 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont disparu sous l'action de Nicolas Sarkozy. Mais comment peut-on honnêtement vouloir faire croire qu'on va rétablir l'ordre alors que l'on taille aveuglément dans les effectifs de ceux qui sont censés le faire respecter? Quelle malhonnêteté! Il est temps de finir avec cette politique qui prend, je le crois, les Français pour des enfants. Je vous rappelle aussi qu'en janvier 2004, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avait déclaré « Nous allons répertorier les 20 villes et les 20 quartiers les plus criminogènes, ceux dans lesquels, disait-il, les violences urbaines sont les plus fréquentes et où la gendarmerie et la police ont le plus de mal à pénétrer. » L'objectif était d'y rétablir l'ordre républicain. Une liste des 23 quartiers les plus sensibles a effectivement été établie à l'époque. Alors, allons voir dans certains de ces quartiers. Entre 2004 et 2011, parmi ces quartiers, on trouve par exemple le quartier de la Villeneuve à Grenoble, qui connaîtra les terribles émeutes de juillet 2010, 6 ans plus tard. La Rose des Vents à Aulnay-sous-Bois, à un haut lieu des émeutes de novembre 2005, 2 ans après la déclaration de Nicolas Sarkozy. Le Val-Fouré dans les Yvelines, qui connaît des émeutes permanentes, en novembre 2005, en mars 2007, en janvier 2010, régulièrement, les policiers y sont victimes de véritables guet-apens. Le quartier Drouot à Mulhouse, qui connaîtra en décembre 2007 des rassemblements de jeunes délinquants. La ville, je vous le rappelle, fut obligée de fermer le marché de Noël. 7 ans plus tard, on voit les résultats. Sevran, ville de banlieue parisienne, comparée par son propre maire à Chicago.